Il existe des liens que le sang ne peut pas créer. Des liens forgés dans les nuits blanches, dans les sacrifices silencieux, dans les larmes qu'on essuie quand personne ne regarde. Aujourd'hui, à travers les vies, nous allons plonger dans l'histoire de Catherine, une femme ordinaire qui a pris une décision extraordinaire. Une décision que tout le monde a jugée, critiquée et condamnée. Et pourtant, 26 ans plus tard, cette décision est devenue la plus belle preuve que la vraie maternité ne coule pas dans les veines. Elle se construit dans le sacrifice. Tout commença par un coup de téléphone un mardi soir de novembre, à Lyon. Le genre d'appel qui divise votre vie en 2 chapitres, avant et après. Catherine avait 32 ans. Elle était secrétaire médicale dans un cabinet du 3e arrondissement, mère de 2 enfants, Juliette, 7 ans, et Antoine, 5 ans. Une vie modeste mais stable. Un appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, un mari, Philippe, chauffeur-livreur, qui partait tôt et rentrait tard. Une vie comme des millions d'autres en France. Ce soir-là, sa mère l'appela. Sa voix était brisée. « Catherine, c'est Madeleine. Elle nous a quittés. » Madeleine, sa petite sœur, 26 ans, lumineuse, rêveuse, fragile, mariée depuis 3 ans à Laurent, un jeune mécanicien automobile, emporté par une embolie pulmonaire foudroyante. Personne ne l'avait vu venir. Personne n'avait pu dire au revoir. Mais au milieu de cette tragédie, il y avait quelque chose d'encore plus déchirant. Madeleine laissait derrière elle un petit garçon de 2 ans, Raphaël. Un enfant aux grands yeux bleus qui ne comprenait pas pourquoi maman ne revenait plus. 2 jours après les funérailles, la famille se réunit dans le petit appartement des parents de Catherine, dans le 5e arrondissement de Lyon. L'atmosphère était lourde, les yeux étaient rouges, le silence pesait comme du plomb. Laurent arriva le dernier. Il portait un sac de voyage. Raphaël n'était pas avec lui. « Où est Raphaël ?» demanda immédiatement Catherine. Laurent posa le sac sur la table. Dedans, quelques vêtements d'enfant, un doudou usé en forme de petit ours et un carnet de santé. « Je ne peux pas m'en occuper, » dit-il sans regarder personne. « Depuis que Madeleine est partie, je ne dors plus, je ne mange plus, je n'arrive plus à fonctionner. J'ai contacté l'aide sociale à l'enfance. Ils peuvent le placer dans un foyer en attendant une famille d'accueil. C'est temporaire. » Mais Catherine ne fonctionnait pas comme ça. Elle regarda le sac posé sur la table. Le petit ours en peluche de Raphaël dépassait de la fermeture. Un doudou usé par les câlins, qui sentait encore le parfum de Madeleine. Et dans ce simple objet, elle vit toute l'histoire d'un enfant innocent qui n'avait rien demandé à personne. Non, le mot tomba comme un coup près. Non, mon neveu ne grandira pas dans un foyer. Ma sœur n'aurait jamais voulu ça. Raphaël est le fils de Madeleine. Il est mon sang. Et tant que je respire, il aura un foyer et une famille. Laurent baissa les yeux, soulagé et honteux à la fois, puis quitta l'appartement sans se retourner. Il ne laissa qu'une promesse vague de donner des nouvelles. Une promesse qu'il ne tiendrait pas avant très longtemps. Il laissa derrière lui un sac de voyage avec la vie entière d'un enfant de 2 ans dedans. Jacques secoua la tête. « Tu fais une erreur, Catherine. Tu vas le regretter. » Catherine prit le sac, serra le petit ours en peluche contre elle et répondit simplement « Non, père. Abandonner le fils de ma sœur, ça, je le regretterai toute ma vie. » Ce que Catherine ne savait pas encore, c'est que ce oui allait lui coûter énormément. Non pas parce que Raphaël était un fardeau, mais parce que le monde autour d'elle n'était pas prêt à accepter son choix. Philippe, son mari, accepta d'abord par obligation morale et par respect pour la mémoire de Madeleine. Mais au fil des mois, la tension monta. Raphaël pleurait la nuit. Il appelait sa mère. Il faisait des cauchemars. Il fallait des rendez-vous chez le pédopsychiatre, des heures de patience, de présence, d'amour inconditionnel. L'appartement était trop petit pour 5. L'argent manquait. La fatigue s'accumulait. « Ce n'est pas notre enfant, Catherine », répétait Philippe. « On n'a pas les moyens. On n'a pas signé pour ça. On ne signe pas pour l'amour, Philippe. On le donne, c'est tout, » répondait-elle. Mais Philippe n'avait pas la même vision. Après 2 ans de tension, il posa lui aussi un ultimatum. « C'est l'enfant ou moi. » Catherine ne s'y a pas. Pour la 2e fois de sa vie, elle choisit un enfant que personne ne voulait. Philippe partit. Le divorce fut rapide, froid, administratif. Catherine se retrouva seule avec 3 enfants dans un appartement trop petit, un seul salaire de secrétaire médicale et le poids du jugement de tous. Son père ne la comprenait pas. Ses collègues chuchotaient. Ses voisines la regardaient avec un mélange de pitié et d'incompréhension. Même ses propres enfants, Juliette et Antoine, ne comprenaient pas toujours pourquoi le cousin vivait avec eux et prenait tant de place dans l'attention de leur mère. Mais Raphaël, lui, ne voyait rien de tout cela. Il voyait une femme qui le réveillait chaque matin avec un sourire.
qui vérifiait ses devoirs le soir, sur la petite table de la cuisine, qui cousait ses costumes de carnaval jusqu'à minuit, qui courait sous la pluie lyonnaise pour le chercher à l'école. Pour Raphaël, Catherine n'était pas sa tante, c'était sa mère, la seule qu'il ait jamais connue. Les années passèrent. Silencieusement, courageusement, sans applaudissements. Catherine enchaîna les heures supplémentaires. Elle prit un deuxième emploi le week-end dans une pharmacie du quartier. Elle apprit à gérer seule les réunions parents-professeurs, les urgences médicales, les crises d'adolescence multipliées par 3. Elle ne demanda jamais rien à personne, ni à Laurent qui avait refait sa vie quelque part dans le sud de la France, sans jamais envoyer un centime, ni prendre une seule nouvelle de son fils, ni à son père Jacques, qui la considérait toujours comme une idéaliste naïve. Raphaël, lui, grandissait. Et quelque chose de remarquable se produisit. Cet enfant, que tout le monde voulait abandonner, devint le plus brillant des 3. Pas parce qu'il était plus intelligent que Juliette et Antoine, mais parce qu'il portait en lui une conscience aiguë de ce qu'on avait fait pour lui. Il savait, sans que personne ne le lui dise explicitement, que sa présence dans cette maison était un acte d'amour pur. Et cet amour devint son carburant. Au lycée du Parc, ses professeurs le remarquèrent. En terminale, il décrocha la mention très bien au baccalauréat avec les félicitations du jury. Il s'inscrivit en première année de médecine à l'université Claude Bernard Lyon 1. Les statistiques étaient contre lui. Seuls 12% des étudiants passent le cap de la première année. Raphaël l'a réussi du premier coup. Quand il reçut ses résultats, il ne les montra pas d'abord à ses amis. Il rentra directement à la maison, posa la feuille sur la petite table de la cuisine, celle-là même où Catherine vérifiait ses devoirs quand il était petit, et dit simplement « C'est pour toi, maman ». Catherine pleura ce soir-là, pas de tristesse, mais de cette joie immense et silencieuse que seuls connaissent ceux qui ont semé dans la douleur et qui récoltent enfin dans la lumière. Mais pendant que Raphaël construisait son avenir avec acharnement et gratitude, les enfants biologiques de Catherine prenaient un chemin bien différent. Juliette, devenue commerciale dans une grande enseigne parisienne, s'éloigna progressivement de sa mère. Les appels se firent rares, puis mensuels, puis inexistants. Les visites, encore plus. Elle reprochait secrètement à Catherine d'avoir ruiné la famille en accueillant Raphaël. Dans son esprit, si leur père Philippe était parti, c'était à cause de Raphaël. Et donc, à cause de Catherine, Antoine, quant à lui, quitta Lyon pour Bordeaux après une dispute violente avec sa mère au sujet d'un prêt d'argent qu'il ne remboursa jamais. Il coupa les ponts du jour au lendemain. Plus un appel, plus un message pour Noël ou pour son anniversaire. Rien. À 58 ans, Catherine se retrouva seule dans son petit appartement de la Croix-Rousse. Ses genoux la faisaient souffrir. Sa vue baissait. Le deuxième emploi n'était plus possible. La solitude s'installait comme un brouillard froid qui ne se lève jamais. Le comportement de Juliette et Antoine illustre un paradoxe tragique de la nature humaine. Ceux qui reçoivent l'amour comme un dû finissent souvent par le considérer comme acquis, puis comme négligeable. Ils avaient grandi avec une mère aimante, une mère qui avait sacrifié son mariage pour tenir sa promesse, mais n'avait jamais eu à se battre pour cet amour. Et ce qui ne coûte rien à nos yeux finit par ne rien valoir dans notre cœur. Raphaël, lui, savait exactement ce que valait l'amour de Catherine, parce qu'il avait failli ne jamais le connaître. À 28 ans, le docteur Raphaël Moreau reçut son diplôme de médecine généraliste à Lyon. Sa première décision professionnelle ne fut pas de chercher le cabinet le plus rentable ou la ville la plus prestigieuse. Il ne candidata pas à Paris, ni à Genève, ni dans les cliniques privées qui lui tendirent les bras. Il s'installa à la Croix-Rousse, le quartier où il avait grandi. Le quartier où Catherine l'avait porté dans ses bras quand il pleurait sa mère biologique au milieu de la nuit. Il acheta un appartement lumineux, avec 2 chambres au 3e étage d'un immeuble calme. La 2e chambre n'était pas pour un colocataire. « Maman, tu viens vivre avec moi ?» Ce n'était pas une question. C'était une évidence. Catherine protesta d'abord. « Je ne veux pas être un poids pour toi, Raphaël. Tu commences ta vie. » Il s'agenouilla devant elle, exactement comme elle s'agenouillait devant lui quand il était petit et qu'il avait peur du noir. « Tu m'as porté quand tout le monde voulait me poser par terre. Aujourd'hui, c'est mon tour de te porter. » Chaque matin, Raphaël préparait le petit déjeuner avant de partir au cabinet. Chaque soir, il rentrait dîner avec elle. Il l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux. Il lui offrit un voyage à Nice pour voir la mer, elle qui n'avait jamais pris de vraies vacances en 30 ans. Et quand il apprit que Laurent, son père biologique, vivait seul à Montpellier, malade, sans ressources et rongé par le regret, Raphaël fit quelque chose que personne n'attendait. Il lui envoya de l'argent. Chaque mois,
sans rancune, sans condition, sans même demander de remerciement. Catherine lui demanda un jour, « Pourquoi fais-tu ça ?»« Cet homme t'a abandonné quand tu avais 2 ans. » Raphaël sourit doucement et répondit, « Parce que toi, tu m'as appris que l'amour ne se limite pas à ceux qui le méritent. Tu m'as accueilli quand personne ne voulait de moi. Tu as ouvert ta porte quand tout le monde fermait la sienne. Comment pourrais-je fermer ma porte à quelqu'un, même lui, quand toi tu n'as jamais fermé la tienne ?» Un dimanche de mars, Juliette et Antoine vinrent à Lyon, non pas pour voir leur mère, non pas par amour ou par culpabilité, mais parce qu'ils avaient appris par des connaissances communes que Raphaël était devenu médecin et gagnait bien sa vie. Ils voulaient emprunter de l'argent. Quand ils entrèrent dans l'appartement et virent Catherine installée confortablement dans le salon de Raphaël, un livre sur les genoux, une tasse de thé à la main, souriante et apaisée, leurs visages se décomposèrent. « Tu vis ici maintenant ?» demanda Juliette avec une pointe de jalousie mal dissimulée. « Oui !» répondit Catherine calmement, sans baisser les yeux. « Mon fils prend soin de moi. » Le mot « fils » frappa Juliette comme une gifle silencieuse. Antoine détourna le regard vers la fenêtre. Raphaël entra dans la pièce, posa un plateau de thé sur la table et dit calmement, sans agressivité, sans reproche, avec cette sérénité que seuls possèdent ceux qui ont fait la paix avec leur histoire. « Vous êtes les bienvenus ici. Toujours. Cette porte sera toujours ouverte pour vous, mais pas pour l'argent, pour votre mère. Elle a donné 30 ans de sa vie pour nous 3. Elle a perdu son mariage pour nous. Elle a travaillé 2 emplois pour nous. Elle ne mérite pas votre silence. Elle mérite votre présence. » Le silence qui suivit dura une éternité. Puis Juliette, pour la première fois depuis des années, s'effondra. Elle s'approcha de sa mère, se laissa tomber à genoux devant elle et la prit dans ses bras en pleurant. Antoine, les lèvres tremblantes, s'approcha lentement et posa sa main sur l'épaule de sa mère. Catherine ne dit rien. Elle ferma les yeux et serra ses 3 enfants contre elle. Tous les 3. Sans distinction, sans hiérarchie, parce que pour elle, il n'y avait jamais eu de différence. À travers cette histoire, nous observons l'une des vérités les plus profondes de l'existence humaine. La maternité n'est pas un lien de sang. C'est un choix quotidien. C'est une promesse silencieuse renouvelée chaque matin au réveil. Catherine n'a pas mis Raphaël au monde, mais elle l'a mis au cœur de sa vie. Elle a sacrifié son mariage, sa tranquillité, le regard des autres et le soutien de sa propre famille pour un enfant que tout le monde voulait oublier. Et 26 ans plus tard, quand ses propres enfants biologiques l'ont oublié, c'est cet enfant du sacrifice qui est resté. C'est lui qui a préparé le petit déjeuner. C'est lui qui a tenu sa main chez le médecin. C'est lui qui a dit « Maman, tu viens vivre avec moi. La vraie maternité n'est pas dans le sang. Elle est dans les nuits blanches qu'on accepte, dans les jugements qu'on endure, dans les portes qu'on refuse de fermer quand tout le monde vous dit de le faire. » Raphaël n'a pas aidé Catherine par obligation. Il l'a aidée par reconnaissance, parce que l'amour véritable crée une dette que le cœur rembourse naturellement, sans qu'on ait besoin de le demander. Et vous, connaissez-vous quelqu'un qui a choisi d'aimer un enfant que personne ne voulait? Dites-le-moi dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à travers les vies, de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle histoire.